Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver dans le Social Club. Le débat de ce soir, c'est sur le cinéma et les suites de l'affaire Weinstein, toutes ces accusations contre des réalisateurs et des acteurs célèbres et les réactions que cela provoque sur les réseaux sociaux, dans la presse et partout ailleurs. Manifestations contre la cinémathèque française, Kevin Spacey effacé à la palette graphique du prochain film de Ridley Scott. Même chose pour l'humoriste Louis C.K. La sortie de son film est annulée. Et puis il y a les films eux-mêmes et parfois des films célèbres comme Star Wars ou James Bond qui sont épinglés car le personnage masculin n'hésite pas à forcer des femmes. Alors faut-il aussi cesser de les montrer? Pour en débattre, nous avons invité 3 personnes qui pensent qu'il y a un problème avec le cinéma. La première, c'est Céline Pic. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Vous avez manifesté devant la Cinémathèque française qui organisait une rétrospective de Roman Polanski et une autre consacrée à Jean-Claude Brissot. C'est quoi le problème pour vous dans le cinéma aujourd'hui et comment le résoudre? Le problème dans le cinéma, c'est que le cinéma contribue à propager ce qu'on appelle, nous les féministes, la culture du viol, qui tend à banaliser le viol et les violences sexuelles et à construire l'impunité des agresseurs. Et comment le résoudre? Ça, on va en parler pendant toute l'émission. Mais avoir davantage de réalisatrices femmes, déjà, premièrement, et puis libérer la parole des femmes pour que les agresseurs cessent d'agir en toute impunité. Daniel Schneiderman, vous êtes journaliste, directeur du site Arrêt sur Image, chroniqueur à l'Obs et à Libération. C'est dans votre chronique de Libération du 29 octobre, intitulée Harvey Weinstein en surimpression, que vous avez dénoncé un certain nombre de films célèbres, Star Wars, Indiana Jones, James Bond, où le personnage masculin force des femmes. Ce sont en fait des éloges des prédateurs sexuels. Alors, c'est quoi le problème pour vous dans le cinéma et comment le résoudre? Alors d'abord, je suis pas chroniqueur à l'Obs, mais chroniqueur sur arrêtsurimage.net, chronique qui est reprise par Rue 89, qui est un petit bout de l'Obs. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que en fait, on est en train de se rendre compte que le cinéma, y compris les films qu'on a beaucoup aimés, nous ont mis dans la tête une vision des rapports hommes-femmes qui, pendant très longtemps, a paru comme allant de soi, une vision du consentement qui a paru comme allant de soi, et qu'aujourd'hui on est en train de détricoter tout ça et de se rendre compte qu'on nous a mis une image bien particulière dans la tête. Brigitte Rollet, vous êtes chercheuse en cinéma et télévision au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Vous êtes enseignante à Sciences Po. Vos recherches portent sur les questions de genre et de sexualité. Vous êtes l'auteur du livre Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, paru cette année chez Belin. Vous étiez venu en parler dans cette émission. C'est quoi le problème pour vous et comment le résoudre? Le problème en France, en tout cas, c'est l'aveuglement ou la cécité sur ces questions-là, puisqu'en fait, ce que disait mon voisin, c'est quelque chose qui, depuis 2014, a quand même été mis au jour par l'ONU Femmes ou d'autres institutions qui ont montré justement la contribution du cinéma aux discriminations contre les femmes et qu'on a l'air de se rendre compte 3 ans plus tard qu'il y a un problème. Donc tout arrive, mais il y a quand même un retard français dans ce domaine. Commençons par ces manifestations, enfin cette manifestation devant la Cinémathèque à laquelle vous participiez, Céline Pic. La Cinémathèque organisait une rétrospective Roman Polanski. Bon, c'est très bien ce qu'on reproche à Roman Polanski. Une autre était prévue concernant Jean-Claude Brissot, qui, je le rappelle, a été condamné en 2005 pour harcèlement de 2 jeunes actrices et pour agression sexuelle sur une 3e en 2006. Dans quel but avez-vous organisé cette manifestation? Pour obtenir quoi? Qu'on arrête de projeter les films de Polanski et de Brissot? Nous n'avons jamais demandé la censure des films de Polanski. Nous avons critiqué le choix de la Cinémathèque de le mettre à l'honneur, de l'inviter, alors qu'il est aujourd'hui encore sous le coup de 4 accusations de viol sur mineurs et qu'il a fui la justice américaine. Et dans le contexte actuel de libération de la parole, et puis comme vous l'avez dit, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'acteurs et de réalisateurs qui ont eu des sanctions très claires sur leur carrière suite à des accusations de viol ou d'agression sexuelle. On a aujourd'hui effectivement en France une complaisance absolue, une sorte de cooptation du milieu du cinéma où tout le monde se congratule, Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque en premier, d'être l'ami de Polanski et ne voir aucun problème à le célébrer, à l'inviter et à être dans le déni total
de la réalité de sa situation. Les autres auxquels vous faites allusion, et auxquels je faisais allusion tout à l'heure, Kevin Spacey, Louis C.K. Kevin Spacey, on lui reprochait des agressions sexuelles et des tentatives de viol. Louis C.K., qui est un célèbre humoriste américain, lui, c'est du harcèlement. Il a reconnu d'ailleurs s'être livré à des exhibitions sexuelles devant des femmes prises par surprise. Sa série a été arrêtée par FX et la sortie de son film Love You Daddy a été annulée aux États-Unis et en France. C'est ce que vous voudriez pour Roman Polanski ou Jean-Claude Brissot ou tout autre réalisateur ou acteur qui se retrouvait dans la même situation ? Oui, tout à fait. Nous nous félicitons d'ailleurs que la Cinémathèque est sous la pression des associations féministes, dont Oser le féminisme, qui avait organisé le rassemblement, ait annulé la rétrospective. Pourquoi ? Parce que Brissot, non seulement a été condamné pour agression sexuelle, a été condamné pour harcèlement sexuel. Il y a ensuite eu 2 plaintes pour viol, en particulier d'une actrice d'un film qui s'appelle Les Anges Exterminateurs. Et Les Anges Exterminateurs qui est sorti en 2007. Et en fait, le récit, son propre récit d'auto-absolution de cette affaire. En fait, il raconte comment les actrices l'auraient manipulé, lui auraient tendu un piège. Et il se pose en victime dans ce film, en victime comme toute la profession s'était effectivement liguée derrière lui pour. Il y a même une pétition qui avait été lancée en 2005 suite à sa condamnation pour porter soutien absolu. Donc l'ensemble de la profession du cinéma a porté un soutien absolu à Brissot et Les Anges Exterminateurs étaient à l'affiche de la rétrospective de la Cinémathèque. Donc, pourquoi nous avons demandé ce retrait, c'est en partie pour les victimes, en particulier les 2 qui ont porté plainte pour viol. La plainte a été classée et elles n'ont jamais obtenu réparation devant la justice. Et Brissot, lui, est célébré pour un film qui est tout à fait scandaleux. Daniel Schneiderman, vous êtes d'accord ? Vous-même, dans la chronique dont je parlais tout à l'heure, vous disiez à propos de Jean-Claude Brissot, tout le monde savait, les critiques de cinéma savaient, cela ne les empêchait pas d'encenser Brissot au nom de son cinéma. Donc, vous êtes d'accord avec Céline Pic, il ne faut plus voir ces films-là ? Non, moi je pense pas du tout qu'il faille interdire quelque film que ce soit. Je pense que ni interdire de tourner à quiconque, même des réalisateurs qui ont été condamnés par la justice. Je veux dire, on a un système français qui est assez au point dans lequel il y a un procès, il y a une peine, la peine est effectuée et après que la peine est effectuée, on a, comme on dit, on a payé sa dette. Non, je pense qu'il faut pas confondre, si vous voulez, ces réalisateurs qui ont violé, qui ont agressé, qui ont harcelé et qui doivent en répondre tout à fait logiquement devant la justice. Et ensuite, autre chose qui est le contenu des films. On parlera du contenu des films après. Mais qu'en est-il ? Parce que là aussi, la question se pose. Moi, en tant que journaliste, est-ce que je peux inviter un tel ou un tel ? Est-ce que je peux inviter Woody Allen, par exemple ? Woody Allen, aujourd'hui, son nom revient. Non, mais il est venu déjà dans cette émission. C'est en 2015. Depuis lors, la fille de Mia Farrow, Dylan Farrow, a confirmé dans le New York Times les accusations qui avaient été faites par Mia Farrow au début des années 90 d'attouchement sexuel sur cette petite fille. J'ai 7 ans à l'époque, et le fils biologique de Woody Allen en 2016, qui au moment où on rendait hommage à son père au Festival de Cannes a dit que c'était une honte, qu'on ne devait pas lui rendre hommage. Donc la question, elle se pose pour nous tous, spectateurs, critiques, journalistes. Frédéric Tadei, si vous invitiez Woody Allen, vous lui poseriez quelle question ? Je lui parlerai de son film, a priori, pas des accusations de Mia Farrow en 1991. Ah voilà le problème. Non, mais voilà le problème. Voilà la question que je pose. Voilà le problème, c'est que effectivement, Woody Allen, c'est à la fois un très grand cinéaste et c'est en effet dans sa vie quelqu'un qui a commis un certain nombre de choses et qui a été le protagoniste d'un certain nombre de. Donc il faudrait que je lui parle de ça et pas de son film. Bien sûr, c'est les deux. Les deux. Il me semble que le problème vient du fait que, sous prétexte qu'il ne faut pas dissocier, il faudrait dissocier l'homme de l'œuvre, on fait comme si l'œuvre n'était pas produite par un homme ou une femme avec ses pulsions, avec un certain nombre de casseroles qui peut traîner derrière lui. Et en dissociant de la sorte, en plus, moi, je suis tout à fait l'idée qu'il ne faut pas nécessairement empêcher quoi que ce soit. Déjà, les gens sont suffisamment grands pour décider de continuer à voir les films de Woody Allen, de Polanski ou je ne sais quoi qui d'autre. La question, c'est de célébrer. C'est ça qui moi m'a plus gêné à la Cinémathèque, c'est le fait qu'on sorte un tapis rouge, et ce qui me semblait beaucoup plus discutable. Pardon de vous interrompre, mais quand on passe un film à la télévision sur une grande chaîne publique, par exemple, on fait les mêmes reproches sur les réseaux sociaux en disant que c'est une façon de célébrer
un tel cinéaste, tel acteur, alors qu'il aurait commis des actes répréhensibles. Il me semble que là, on tombe sur un terrain moral et je ne sais pas qui va décider du coup près et sur qui il tombe et comment et pourquoi. C'est bien pour ça qu'on fait ce débat ce soir. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'hystérie et d'imaginer qu'il y en aurait qui souhaiteraient, par exemple, comme je l'ai lu, à l'insu de mon plein gré, retirer le Caravage du Louvre. Il n'a jamais été question On peut s'interroger sur la teneur des films, sur la façon dont une institution comme la Cinémathèque va ou non promouvoir. C'est pas simplement donner à voir, c'est promouvoir un homme en disant oui, mais etc. C'est un grand cinéaste et nous, c'est en tant que grand cinéaste qu'on l'invite. C'est plus ce hiatus-là qui est gênant. Je reviens juste sur ma question. Vous auriez Woody Allen devant vous, vous auriez pas envie de le faire réagir sur l'affaire Weinstein, sur l'affaire Kevin? Bien sûr. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de réitérer les accusations de Mia Farrow en 1992. Donc tout irait bien. Mais on continue d'en débattre juste après une pause. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei. De plus en plus de noms sont cités depuis le début de l'affaire Weinstein concernant des réalisateurs, des acteurs célèbres dont les films aujourd'hui connaissent un certain nombre de difficultés. Alors que faut-il faire? Les censurer, ne plus leur rendre hommage, ne plus les inviter? Daniel Schneiderman me conseillait il y a un instant à propos de Woody Allen de lui poser systématiquement la question quand on l'invite, c'est ça? Mais on va pas inviter chaque fois Woody Allen et lui reposer la même question comme on l'a fait avec Roman Polanski, à chaque fois la même question. Ils ont répondu. Roman Polanski a répondu, Woody Allen a répondu, il a dit que ça n'avait jamais existé, c'était un mensonge. Quand vous invitez des ministres, vous leur posez bien à chaque fois les mêmes questions, ça gêne personne. Et puis c'est pas les mêmes questions. Encore une fois, c'est le prolongement de la question à travers ces péripéties actuelles, Weinstein et compagnie. Je veux dire, c'est juste journalistiquement intéressant. Enfin, je sais pas, moi, si j'avais Woody Allen devant moi, j'aurais très envie de lui poser des questions sur ses films, mais c'est juste journalistiquement intéressant de savoir comment il réagit à l'affaire Weinstein, mais pas lui redemander pour la énième fois ce qu'il a déjà dit, à savoir que ce dont Mia Farrow l'accusait était faux. Mais rassurez-vous, Frédéric Tadei, on est journaliste, on fait de l'actu, mais il se trouve que l'actu, c'est aussi Weinstein. Et alors l'actu, c'est aussi les morts célèbres qui sont accusés rétrospectivement de viol, comme Clark Gable, la star d'Autant en emporte le vent, qui aurait violé sa partenaire Loretta Young, âgée de 22 ans à l'époque. Ce sont les mémoires posthumes de Loretta Young en 2000 qui l'ont révélé. Il y a Alfred Hitchcock, l'héroïne des oiseaux et de Marnie. Tippi Hedren l'a accusé de harcèlement et d'avoir détruit sa carrière. Alors, viol d'un côté, harcèlement de l'autre, c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'il faut les traiter de la même manière, Céline Pic? Je pense que les analyses aujourd'hui qu'on a sont relatives par rapport au contexte. Et effectivement, aujourd'hui, on avance en termes d'analyse féministe des choses. Et ce qui semblait normal, c'est-à-dire qu'un réalisateur qui prenait son actrice comme son objet sexuel, je pense qu'on peut le dire. Truffaut disait, je crois, le cinéma est l'art de faire des jolies choses à des jolies femmes. De faire des jolies choses à des jolies femmes, mais il parlait sur l'écran. Hein. Sur l'écran. Mais je pense que le huis clos d'un tournage est particulièrement propice aux agressions sexuelles, à l'établissement. On voit bien que l'impunité des agresseurs se construit par des systèmes d'emprise et des systèmes d'influence. Les agresseurs construisant leur impunité de fait parce qu'ils ont du pouvoir. Et le réalisateur a un pouvoir sur l'actrice. On a bien vu que Brissot, par exemple, avait agressé sexuellement lors d'auditions. Donc quand il y a un rôle à la clé, une actrice est bien sûr en situation de vulnérabilité. Et donc c'est pour ça que dans le cinéma en particulier, on a énormément de cas d'agression sexuelle et de viol, et ça ne m'étonne pas du tout. Brigitte Rollet, en ce qui concerne alors les morts célèbres, Hitchcock, Clark Gable, Wallace Beery, Errol Flynn, accusé de viol par 2 mineurs à une époque. Oui, mais enfin moi ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne. Parce que là, vous citiez les mémoires posthumes, là c'était 2000. La mémoire de Loretta Young, oui. C'est en 2000 qu'elle a déclaré qu'elle avait été violée par Clark Gable et qu'elle a même eu un enfant, une fille. Elle a accouché d'un enfant qui aurait été le résultat de ce viol. Donc là encore, c'est quand même une espèce de chape de plomb ou mur du silence qui fait que ça ressort aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup on trouverait, si on cherche, je pense qu'on trouvera
sans qu'il y ait des choses qui soient a posteriori, mais qu'il y a eu de temps en temps des femmes relativement courageuses ou qui étaient en fin de carrière ou qui n'avaient plus de carrière, qui ont dit que, en effet, dans une situation de pouvoir, et puis avec toujours le fait que quand on est comédienne, actrice, on dépend du bon vouloir d'un cinéaste. Et comme ça, d'ailleurs, je crois que Agnès Jaoui disait qu'elle avait choisi, entre autres raisons, d'être scénariste pour ne pas dépendre du bon vouloir d'un cinéaste. Alors le bon vouloir, ça peut aller plus ou moins loin. Vous citez tout le monde, mais vous avez cité Truffaut, donc on dit quand même beaucoup que Truffaut était très très pressant avec ses actrices et à l'époque de mais là, vous vous rendez compte, là, on est en train de dire des choses, vous ne savez pas du tout, vous n'avez pas rencontré François Truffaut. Là, on est en train d'une certaine manière de le déshonorer. Absolument pas. C'est au moment de l'exposition justement à la Cinémathèque où il y avait eu des textes qui étaient sortis, entre autres d'Isabelle Adjani, où on sentait, alors là pareil, je ne sais pas quel âge avait Adjani dans ses débuts avec Truffaut, mais c'était quand même une très jeune femme et je pense que c'était important pour elle de tourner avec Truffaut. Et ça crée, il y a un décalage, il y a un tel déséquilibre entre la toute-puissance d'un cinéaste avec le pouvoir de mettre quelqu'un en tête d'affiche et une jeune comédienne. Alors je ne dis pas du tout que le système justifie ce qui se passe, mais dans les faits, je pense qu'on s'est quand même habitué au fait que voilà, si on veut, on couche, en gros. C'est que ça fait partie du deal. Ça, c'est une question compliquée. Je dirais que moi, ce qui m'ennuie, c'est la non-égalité. C'est-à-dire que je suis parfaitement prêt à comprendre que la relation entre un metteur en scène et sa comédienne soit particulière. Et que, effectivement, le fait que la relation professionnelle se double d'une relation amoureuse puisse donner un meilleur film. Comme les peintres avec leur modèle. Comme les peintres avec leur modèle, il y a plein d'exemples. Mais ça, je comprends ça. J'ai jamais tourné de film, jamais été comédien, jamais été metteur en scène. Mais je peux comprendre ça, que le regard amoureux d'un homme sur une femme puisse rendre cette femme particulièrement rayonnante et belle dans le film. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il n'y ait pas la réciproque. C'est qu'on ait si peu de metteuses en scène qui soient amoureuses de leurs acteurs. Finalement, c'est peut-être déjà arrivé. Si on avait davantage de réalisatrices qui transcendaient, faisaient rayonner leurs acteurs mâles dans les films, ce serait formidable. Qui s'en plaindrait ? Ça dépend. S'il y a viol, s'il y a harcèlement, Alors non, mais attendez. Parce que ça reste ça le problème. Non, mais vous me parlez de faits divers là. Je veux dire. Après, il y a la question du consentement. Effectivement, s'il n'y a pas de consentement, il y a un problème. Je vous parle moi de relations consenties, parce que j'imagine qu'entre des metteurs en scène et des actrices, ça peut exister aussi. Bien sûr, il y a même des tas d'actrices qui ont éposé leur metteur en scène. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Céline Pic, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais comme le disiez bien, vous le disiez bien tous les deux, à partir du moment où il y a une relation hiérarchique et de pouvoir, il y a possibilité de forcer la relation et là on est dans le viol, on est dans l'agression sexuelle. Dans le harcèlement. Ou dans le harcèlement, exactement. Harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol, c'est les trois étages. Et c'est pas du tout les mêmes peines de prison, mais on a l'impression aujourd'hui que c'est un peu les mêmes peines sur les réseaux sociaux et ailleurs. On ne fait pas tellement la différence entre Louis C.K. qui est accusé de harcèlement et qui l'a reconnu d'ailleurs, et puis Kevin Spacey qui est accusé d'agression, Woody Allen qui avait été accusé autrefois d'attouchement sexuel sur une petite fille, ou d'autres qui sont accusés de viol. Alors, Frédéric Tadei, tout ça c'est des délits. Hein. Tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est des délits. Donc non, c'est des crimes. Alors, c'est des crimes. Ce qu'il faut faire attention en fait aussi, c'est que par exemple en France, beaucoup de viols, l'essentiel des viols sont recorrectionnalisés, c'est-à-dire étant donné que le viol c'est la cour d'assises et c'est extrêmement compliqué pour les femmes de poursuivre en justice parce que c'est des années de procédure. Plus de 80% des viols sont requalifiés en délit, en agression sexuelle, parce que c'est beaucoup plus simple pour les femmes d'aller en justice. Donc il y a une requalification et souvent, quand ils sont condamnés pour agression sexuelle, en fait, la réalité des faits, c'est qu'ils ont violé cette personne. On continue de débattre de ces questions et du contenu des films. On va y arriver juste après une pause. Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei. Les trois invités de ce soir pensent qu'il y a un problème avec le cinéma. Seulement ce problème, comment va-t-on le résoudre ? On a parlé du cas d'un certain nombre de réalisateurs, d'acteurs qui sont aujourd'hui accusés d'agression sexuelle, de harcèlement ou carrément de viol. Mais il y a aussi le contenu des films. Daniel Schneiderman, dans votre chronique parue dans Libération le 29 octobre sous le titre Harvey Weinstein en surimpression, vous avez listé des films où les personnages masculins principaux forçaient des femmes, se
comporter en prédateur sexuel. La plupart des James Bond, disiez-vous, mais aussi Star Wars, Indiana Jones, Harrison Ford, d'après ce que vous disiez, passe souvent son temps à se passer du consentement des personnages féminins qui l'entourent. Je parle du Harrison Ford, je parle des personnages qu'il incarne, bien entendu. Ouais, puis c'est pas seulement ça, c'est aussi la manière dont, dans les films, par exemple, écrits et réalisés par des hommes, les personnages d'hommes sont parfois plus creusés que les personnages de femmes qui sont un peu secondaires et tout. Vous demandiez ce qu'il faut faire, par exemple, de Woody Allen. C'est drôle parce que, alors, le hasard des choses a fait que le week-end dernier, j'ai regardé en DVD, je crois que c'est son dernier ou son avant-dernier film, s'appelle L'homme irrationnel, de Woody Allen. Et j'étais en pleine affaire. On venait de faire une émission d'arrêt sur image sur tous ces cinéastes, Almodovar, etc., la culture du viol, tout ça. J'avais la tête pleine de tout ça. Et je regarde un film. Je me dis, tiens, je vais regarder Woody Allen, je vais voir si j'aime encore. Je vais voir si j'arrive à voir des trucs que je voyais pas avant, etc. Alors ça commence, c'est une histoire de pas tout le film, mais c'est quand même nécessaire pour qu'on comprenne. C'est une histoire d'une relation entre un prof de fac quinquagénaire et son étudiante. Alors je me dis, on est dans le sujet là. On est en plein dans le sujet. Et donc j'étais tout prêt à avoir mon nouveau regard de mec d'après Weinstein sur le film de Woody Allen et à y trouver de la culture du viol que j'aurais pas. Bon, alors il se trouve que pas du tout finalement, pas du tout, puisque finalement les seuls personnages vraiment creusés et intéressants, je trouve, dans ce Woody Allen, c'est les personnages de femmes qui sont très très intéressants. Bon, voilà, je veux dire, je me suis dit voilà, je suis encore capable de regarder un Woody Allen, mais simplement je le regarde autrement. Indiana Jones ou Star Wars, où Han Solo insiste auprès de la princesse Leia et finit par l'embrasser de force. Alors ça, on a montré. Est-ce qu'on cesse de rendre hommage à ce film? Est-ce qu'on cesse de le projeter à la cinémathèque et partout ailleurs? Mais arrêtez avec vos hommages. Je veux dire, on peut regarder des films sans leur rendre hommage. Je veux dire, Céline Pic a dit qu'elle était choquée en ce qui concernait les Polanski à la cinémathèque parce qu'on lui rendait hommage. La Cinémathèque écrit l'histoire du cinéma. J'ai jamais appelé à la censure de films, quel qu'il soit. C'était par rapport au rôle de la Cinémathèque qui est dans une totale cécité par rapport justement à une analyse féministe de ce qu'on voit à l'écran. Si vous regardez Star Wars, vous serez, à mon avis, assez choqué par ce qu'on peut y voir. Brigitte Rollet. Oui, je voulais dire que, en fait, si on commence à regarder plus en détail la plupart des films, malheureusement, il y a quand même une culture qui a construit des relations entre les sexes et des figures du féminin et du masculin qui fait que le pourcentage serait tel qu'une grande partie des films ne serait plus regardable. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait aujourd'hui, moi je suis davantage pour la prévention que pour la répression, essayer de voir comment faire en sorte aujourd'hui qu'on arrive peut-être à raconter d'autres choses, à construire d'autres personnages, à donner à voir d'autres relations entre les sexes. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut un code de bonne conduite pour les héros des films? Ça existait, ça s'appelait le code Hayes à Hollywood. On a dit il faut que les personnages principaux désormais se conduisent de manière édifiante. On a interdit l'adultère, on a dit que jamais deux personnages ne devaient être sur le même lit. À ce moment-là, on pourchassait autre chose. C'est pas du tout ce à quoi je pense, mais on peut quand même encourager des projets qui comme la publicité, ne vont pas dans un certain sexisme, mais ne proposent peut-être une autre manière d'envisager, là encore, le masculin et le féminin et les rapports entre les sexes. Donc d'influer sur les contenus ? Disons d'encourager des projets qui proposent autre chose. Céline Pic ? Moi, je dirais, pour aller dans votre sens, d'encourager une autre vision de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, les représentations qui sont faites dans beaucoup de films montrent une sexualité où l'homme est complètement dominant et ce qu'on appelle nous la culture du viol, c'est-à-dire qu'on va forcer la femme et puis elle dit non, mais en fait, même si elle dit non, en fait, elle veut un petit peu quand même. Et puis aussi l'accoutumer à la violence sexuelle. Alors moi, je voudrais donner aussi un autre exemple d'un film que j'ai vu récemment, parce qu'on parle de vieux films, mais même des films récents en particulier. Je voulais parler de Elle, qui a été primé comme étant le meilleur film au César de Paul Verhoeven, primé comme le meilleur film et qui a été encensé par la critique. Qu'est-ce qu'on voit dans ce film ?
si on essaye d'avoir une analyse féministe de ce film, on voit effectivement Isabelle Huppert qui interprète le rôle principal, qui est une chef d'entreprise, qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, qu'on décrit comme étant assez manipulatrice, assez perverse et qui se fait violer à 2 reprises. Et après son premier viol, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle commande des sushis. Elle ne porte pas plainte, elle n'est pas traumatisée par son viol, elle laisse sa porte ouverte, ce qui permet au violeur de revenir une fois. Et le message du film, moi j'ai été choquée dans une perspective féministe parce que ça racontait que finalement Isabelle Huppert aimait bien se faire violer et que ça ne posait pas de problème et que finalement le viol c'était pas si grave. Voilà. Donc, je refais la même question. Est-ce qu'il y a des comportements qui doivent être supprimés des films? Est-ce qu'il faut encourager d'autres comportements ou... Il faut faire des décryptages, des critiques de films qui soient, je pense, à la lumière de ce qu'on appelle les études de genre. Il y a un certain nombre de visions qui pourraient être apportées et j'ai été extrêmement, moi, surprise par la façon dont toute la critique cinématographique a encensé ce film qui est pour moi le pire de la culture du viol. Daniel Schneiderman? Non mais depuis le début de l'émission, Frédéric Tadei, vous demandez ou vous nous demandez, je sais pas bien, ou les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que vous préconisez? Vous savez ce qu'il faut faire? Faut faire exactement ce qu'on fait depuis 42 minutes là. C'est-à-dire, faut encourager sur ces films une parole qui soit pas forcément la parole des critiques de cinéma professionnels, mais qui soit la parole d'intellectuels, de militantes féministes, de gens qui sont de femmes, de gens qui sont pas spécialistes du. Voilà, moi je suis très intéressé par ce que je viens d'entendre sur le film Elle là. Voilà, je veux dire, faut libérer des paroles plurielles, si vous voulez. Moi je pense pas du tout. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Mais non, mais il y a les réseaux. Non. Quelle triste idée vous faites-vous de votre émission, Frédéric? Non mais moi j'ai organisé le débat, j'en suis ravi. Attendez, j'espère bien que ce qu'on dit depuis 45 minutes maintenant est quand même un tout petit peu plus intéressant. Mais Daniel Schneiderman, vous nous dites il faudrait que ça se passe plus souvent. Et je vous dis, ça se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent tel film, tel personnage, tel acteur, tel réalisateur. Mais en 140 signes, je veux dire, ce que j'ai entendu là, c'était en plus, c'était très intéressant. Je vais re-regarder Elle, d'ailleurs, maintenant à la lumière de ce que vous m'avez... Nous avons fait une critique sur notre site internet, détaillant en 3 pages pourquoi ce film était profondément misogyne. Voilà. Mais en même temps, par rapport à la question du décryptage, ce que fait le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir avec son site Genre Image, il y a aussi le fait plutôt qu'interdire, parce que là, moi, on est dans des mots comme ça de censure dans lesquels je me reconnais pas du tout, mais c'est plutôt favoriser, y compris dans le financement, des films qui proposent autre chose. Parce qu'on sait bien quand même que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais à ce moment-là, on en revient à d'autres choses, c'est-à-dire influencer les contenus, proposer au fond un cinéma édifiant. Et ça commence avec le cinéma, et après on sait que ça va être à peu près dans tous les arts. Non mais attendez, Frédéric Tadei, vous découvrez quand même pas le CNC. Vous découvrez quand même pas le rôle du CNC dans le financement du cinéma. Vous découvrez quand même pas qu'il y a des films qui ont le financement CNC et des films qui l'ont pas. Je vais vous donner un scoop. Ce que vous redoutez là, cette espèce d'enfer de l'influence des contenus, ça existe déjà. Oui. En France, en 2017, Frédéric Tadei. Non, mais ça existe déjà. Mais genre vous le savez, je suis pas sûr que ça donne les meilleurs films qu'on puisse voir. Oui, mais enfin, malheureusement, c'est le cinéma français aujourd'hui. Je veux dire, vous savez quand même que les chaînes de télévision sont coproductrices de quasiment tout ce qui se fait et que ça joue sur le contenu, qu'il y a des trucs qu'on met pas dans les films parce que ça doit passer à la télé. Je veux dire, c'est tous les jours. C'est déjà là. On continue d'en débattre dans un instant. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei. Il y aurait un problème dans le cinéma, alors comment résoudre ce problème? On en débat avec Céline Pic, avec Brigitte Rollet, avec Daniel Schneiderman. Très récemment, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu'elle voulait interdire de fumer dans les films français pour ne pas donner de mauvais exemples à la jeunesse. Alors est-ce que c'est un bon exemple que nous donne la ministre de la Santé? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en ce qui concerne les mauvais comportements, les comportements masculins, machistes, sexistes, harceleurs, agressifs? Et là encore, je vous repose la question parce que vous me dites on veut pas interdire, mais à force on va forcément, c'est là que l'on va. Va-t-il falloir interdire ces comportements-là, qui est un code, comme il y en a eu à d'autres époques, et après tout ne pas permettre de fumer dans les films, c'est pas plus, ça paraît tout à fait logique qu'on interdise aussi de battre les femmes ou de les violer. Alors Céline Pic. Les antiféministes notoires comme Frédéric Bonneau nous accusent d'être des
pudibonde. C'est pas du tout ça qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cinéma soit à l'image de notre société, et notre société, enfin, ou en tout cas la société un peu plus celle qu'on espère, c'est-à-dire celle où les femmes puissent avoir effectivement une sexualité libre et désirante. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit aussi au cinéma quand même. Étant donné qu'il y a énormément de réalisateurs hommes qui sont souvent imprégnés de culture du viol, on a vu un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des films qui sont produits baignent dans cette culture du viol. Mais nous ne sommes pas là pour interdire des scènes de sexualité. Nous sommes là pour avoir une critique de la sexualité violente, imprégnée de culture du viol qui baigne dans tous ces films. C'est totalement différent. Après, vous savez bien, il y a Le Verrou, par exemple, qui est un très célèbre tableau de Fragonard qui se trouve au Louvre. Aujourd'hui, ce tableau est accusé de véhiculer une scène de viol. Ça n'est pas vu comme ça par tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes en particulier qui disent mais ce tableau représente un viol. La culture du viol, ça dépend comment on la regarde, vous comprenez. En ce qui concerne Le Verrou de Fragonard, il y en a qui n'y voient pas un viol et puis d'autres y voient un viol. Alors qu'est-ce qui l'emporte ? Ce tableau représente un viol et ce qui est bien, c'est de l'analyser comme étant un viol. On n'est pas là on ne le décroche pas du Louvre pour autant. Non, on ne le décroche pas du Louvre. Personne ne décroche rien. Mais l'enlèvement dans la caricature hystérique. L'enlèvement des Sabines, par exemple, au Louvre également, c'est exactement la même chose. Le mythe des Sabines, c'est au départ la fondation de Rome basée sur un viol collectif. Qui raconte le viol. Voilà, qui raconte le viol. Comme Judith tranchant la tête de Leferne, ça raconte bien une décapitation. Tout à fait. Alors c'est beaucoup moins fréquent d'ailleurs que l'inverse, parce que je pourrais multiplier les exemples comme les Sabines. Donc il ne s'agit pas du tout de décrocher ces œuvres, mais justement de les voir aujourd'hui avec une analyse féministe. C'est tout ce qu'on demande nous aujourd'hui. Brigitte Rollet. Oui, moi je suis pour, peut-être parce que c'est mon métier, la transmission, l'éducation, mais d'aider à décrypter les plus jeunes. Dès le départ, et aussi donner à voir d'autres images. Moi, j'insiste là-dessus. Quand on voit, par exemple, dans l'enseignement du cinéma, qu'on a une écrasante majorité d'hommes. Alors, les chiffres, c'est pire qu'une majorité, quoi. On a vraiment très très peu de films faits par des femmes. Je ne dis pas que tous les films faits par des femmes proposent des images nécessairement plus valorisantes, mais on sait quand même aujourd'hui que la féminisation d'une équipe de cinéma contribue à changer un petit peu les images. Et que le point commun, si tant est qu'il y en ait un, entre tous les films faits par des femmes, c'est que le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, elles vont choisir une héroïne plutôt qu'un héros. Et que la répartition des rôles se fait de manière un petit peu différente. Donc donner à voir, quand on enseigne le cinéma, ou quand on enseigne aux jeunes, leur expliquer. Je pense qu'il y a vraiment un travail pédagogique à faire. Avec un soutien aussi institutionnel, c'est-à-dire que en France il y a des mots qui fâchent comme ça, censure, quota, etc. On pourrait imaginer que, comme ce qui se fait dans d'autres pays européens et non européens, d'arriver quand il y a de l'argent public à une parité dans la répartition des financements des films, par exemple. Comment explique-t-on, par exemple, en ce moment il y a la grande exposition sur Paul Gauguin au Grand Palais. On sait très bien, et ça a été rappelé, que Paul Gauguin, quand il est arrivé à Tahiti, a eu une relation avec une jeune tahitienne qui avait 13 ans. C'est d'ailleurs le sujet d'un film qui est sorti récemment. À ce moment-là, on a traité Paul Gauguin de pédophile. Que faut-il expliquer dans ces cas-là ? Que Paul Gauguin était un pédophile ou qu'à l'époque, à Tahiti et même en France, 13 ans, c'était, je crois qu'on pouvait se marier et qu'on pouvait à l'âge de 13 ans. Donc qu'est-ce qu'on explique à ce moment-là? Est-ce qu'on dit ce qui se passe aujourd'hui ou on est obligé d'expliquer, de justifier par ce qu'étaient les mœurs de l'époque, Céline Pic? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui se superposent, c'est le sexisme et le racisme. C'est-à-dire que là, en fait, on a aussi une vision très exotique de l'enfant de 13 ans. Et si Paul Gauguin avait effectivement s'était marié avec une jeune parisienne ou une jeune bretonne de 13 ans, cela aurait choqué certainement à l'époque. Donc, il y a aussi, en fait, dans un système où les colonies existait à l'époque, une tolérance sur le blanc qui violait en fait une enfant de 13 ans en fait, tout simplement. Daniel Schneiderman. Non, mais c'est une bonne question, mais je crois qu'on dit les deux. Enfin, je veux dire, c'est pas dur de dire les deux. C'est pas dur de dire que à l'époque, effectivement, les limites étaient pas où elles sont aujourd'hui. La tolérance était sans doute sur certains comportements plus importantes qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui notre regard a changé. Je pense que c'est pas très compliqué à expliquer. On peut expliquer même à un enfant, un ado. Aujourd'hui, le regard a changé. Les critères sont différents. Pour telle et telle raison, c'est comme ça.
La place particulière qu'occupe le cinéma dans tous ces débats aujourd'hui, c'est lié évidemment au fait qu'il y a eu l'affaire Weinstein, mais aussi parce que le cinéma vous paraît plus influent et donc plus stratégique que ne le serait la peinture ou la littérature, parce que si on commençait à fouiller la littérature, on trouverait aussi énormément de choses. Daniel Schneiderman. Ce qui est paradoxal, c'est que précisément, il me semble en perte de vitesse aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations et au bénéfice des séries. Je veux dire, quel est l'imaginaire aujourd'hui des ados ou je sais pas, des moins de 25 ou 30 ou 35 ans, c'est plutôt Game of Thrones. Si vous leur demandez spontanément, si vous voulez, quelles sont les images qui leur viennent en tête, c'est plutôt Game of Thrones que le cinéma. Alors beaucoup vous me direz, de scènes de viol. Alors vous me direz, voilà, c'est pas mieux, puisque dans l'émission qu'on a faite Arrêt sur image sur justement ces questions de cinéma et de séries, on a souligné le fait que dans Game of Thrones, il y a je ne sais combien d'épisodes de viol par épisode, il y a je ne sais combien de viols par épisode. Donc, au total, le problème reste un peu le même. Et je vous rappelle, et je le disais au début de cette émission, Kevin Spacey, accusé donc de viol, d'agression, House of Cards, la série dont il est la vedette, a été interrompu à cause de ces accusations. Et Louis C.K., accusé de harcèlement, sa série sur sa vie a été interrompue sur FX. Donc, encore une fois, on revient au début. Est-ce que c'est souhaitable que ces séries disparaissent? Céline Pic? Je le pense et j'espère ensuite que la justice fera son travail. C'est nous ce qu'on demande, puisque il faut voir aussi que derrière ces accusations, des fois il y a des plaintes, pas toujours, parce que c'est extrêmement compliqué pour les femmes de porter plainte. Et j'espère que suite à ces accusations arriveront des condamnations et qui permettront peut-être au viol de reculer enfin tel qu'on le demande depuis si longtemps. Daniel Schneiderman. Moi, je dois dire que effacer Kevin Spacey à la palette graphique me paraît une monstruosité. Oui, c'est le film de Ridley Scott qui doit sortir en décembre. Il a été remplacé par un autre acteur. Non, mais c'est juste une monstruosité. Je veux dire, s'il doit répondre devant la justice, qu'il réponde devant la justice. Voilà, il se trouve. Mais ça, c'est pas pour le punir qu'on l'efface, c'est pour pouvoir commercialiser le film, parce que s'il était dedans, on ne pourrait pas le commercialiser. C'est ce que se sont dit les producteurs. C'est justement un des points dont on n'a pas parlé, dont on n'aura pas le temps de parler, qui est quand même le fait que le cinéma est une usine, une industrie, et donc il y a beaucoup d'argent impliqué dans cette histoire, et là les producteurs ne veulent pas perdre. En fait, ils n'ont pas tellement d'état d'âme par rapport à Kevin Spacey. Ils veulent simplement que le film sorte dans les délais et qu'il rapporte ce qu'il est censé rapporter. Donc pour l'instant, on sait que quelqu'un comme Kevin Spacey ou Louis C.K. sont morts commercialement, donc professionnellement. Oui, tout à fait. Alors nous, on a un slogan depuis très très longtemps qui est la honte doit changer de camp, parce que très longtemps les femmes violées avaient honte de ce qui leur était arrivé, n'étaient pas capables d'en parler. Et je pense qu'avec l'affaire Weinstein, on est en train de voir émerger cela. C'est que la honte est en train de changer de camp, et c'est pas un bon calcul pour l'industrie du cinéma de promouvoir des agresseurs. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve juste après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. On sera avec Jean-François Kervéan pour Barbara la vraie vie et Didier Pleu pour le complexe de Tétis.